quand on dit qu'on va élever de 35 à 39 heures la durée légale du travail, ça veut d'abord 38, lui. 37-38, ça veut dire qu'on supprime l'augmentation de 10% sur les heures supplémentaires que les ouvriers, les travailleurs auraient accomplies. Donc c'est un coup porté au pouvoir d'achat. On peut toujours dire qu'on va ouvrir les négociations, mais quand on commence par démolir l'édifice, on met, je dirais, les syndicats en position de faiblesse. Alors ça a plutôt mis en joie, disons, certains membres de l'UMP. Oui, la droite était très contente. La droite était très contente. Est-ce que vous pensez, comme certains socialistes, que Manuel Valls a joué un peu contre son camp, fait le jeu de l'adversaire? Oh, il a commis une erreur, ça peut arriver. Moi, je ne veux pas la mort du pécheur. Disons que c'est une erreur manifeste, à mes yeux. Il y a tout de même dans votre livre des moments où on sent quand même une proximité avec le rôle de l'école. Je relève le rôle de l'école dans la transmission des valeurs et du savoir, le souci d'une égale sécurité pour tous, l'amour de la patrie. Il y a beaucoup de choses à changer dans la société, mais il y a aussi quelques-unes de ces valeurs à conserver. Soustraire aux affrontements droite-gauche les questions de la sécurité ou celles de l'immigration ou encore celles de l'école sont des choses voisines qui ont été dites par Manuel Valls. Écoutez, c'est la politique que j'ai toujours faite. Si Manuel Valls s'y reconnaît, je ne peux que m'en réjouir. Mais je pense que la gauche a une révolution culturelle à accomplir. Ne pas rejeter ces valeurs que depuis 1968 on considère, à mon avis tout à fait à tort, comme des valeurs conservatrices, mais au contraire se les approprier. Comme l'avaient fait les grands républicains de la Troisième République, Jules Ferry et consorts, Clémenceau, quelques autres, qui assumaient l'aspiration bien naturelle des classes populaires à la sécurité, à l'acquisition du savoir, à la promotion sociale, le patriotisme, sans lequel il n'y a pas de vrai civisme. Comment voulez-vous faire respecter aux gens quelques règles de civisme élémentaire s'ils n'ont pas le sentiment d'appartenir à un peuple qui a une histoire à mener à bien? Il faut quand même que on restaure quelques valeurs élémentaires, et ce ne sont pas des valeurs que la gauche doit rejeter. Je lui propose de prendre en charge ces valeurs de transmission. Qui aujourd'hui est porteur de ces valeurs? Moi, je l'ai toujours été, ça c'est clair, comme ministre de l'Éducation nationale ou comme ministre de l'Intérieur. Il me semble que ce sont des valeurs que j'ai portées, mais je ne veux pas m'en faire l'exclusive. Je pense que certainement Manuel Valls, dans certaines de ses expressions, Arnaud Montebourg, d'autres encore, m'ont rejoint. Je pense que mon combat n'a pas été vain, bien que je n'ai pas toujours eu que des amis au sein du Parti socialiste. Je dirais, vous savez, c'était quand même très difficile d'être non seulement ministre de l'Intérieur, mais même ministre de l'Éducation nationale dans un gouvernement de gauche. Parce que mettre l'accent sur la transmission des savoirs contre les écoles pédagogistes, tout ça qui pensent qu'il faut laisser l'élève soi-même construire son savoir sans jamais que le maître intervienne véritablement pour cela, ça c'est une grave erreur. Et je l'ai marqué dès le départ. Alors vous avez donc vous-même ces idées-là, ces valeurs-là que vous défendez. Pourtant, vous dites encore que vous envisagez de vous présenter à la présidentielle. Pourquoi vous ne vous déclarez pas de manière plus claire? Qu'est-ce qui peut empêcher, au fond, Jean-Pierre Chevènement d'y aller aujourd'hui? Parce que mon premier objectif est de faire bouger les lignes. Je considère que la gauche, actuellement, ne s'est pas mise en face des défis qu'elle aura à relever. Je vais mettre les yeux en face des trous, comme on dit. Et je pense que dans les quelques mois qui viennent, les lignes peuvent bouger. Vous savez, il peut aussi se produire des événements. Nous avons parlé de la crise de l'euro. Je souhaite qu'on l'évite, mais elle n'est pas totalement impossible. Quand vous avez des pays qui empruntent à 2,9% comme l'Allemagne et d'autres à 12% comme la Grèce, d'autres à 6 ou 7% comme le Portugal et l'Espagne, vous savez, les encours de dette, c'est colossal. Donc, est-ce que c'est tenable, ça? Pas du tout. Et par conséquent, on peut très bien avoir une crise qui bouleverse complètement la donne. Donc je veux faire bouger les lignes. Voilà mon premier objectif. Et ensuite, effectivement, je n'exclus pas du tout d'être un candidat de l'alternative, parce que je n'en vois pas d'autre
S'il y en avait un autre... Vous n'en voyez pas d'autres. Vous connaissez bien Dominique Strauss-Kahn. Vous avez été ensemble ministre dans le gouvernement Jospin. Vous étiez ministre de l'Intérieur à l'époque. Est-ce que c'est un bon candidat pour le PS ? Écoutez, je ne dirais pas de mal personnellement de Dominique Strauss-Kahn, car j'apprécie ses qualités. C'est un homme qui a beaucoup de facilité. J'admire la capacité qu'il a d'apprendre rapidement des langues étrangères. C'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. C'est un type vraiment intelligent, qui a beaucoup de qualités, mais il ne croit pas à l'avenir de la nation française. De bien parler anglais. Ah non, je ne reproche pas. Allemand. Non. Ni allemand, non, au contraire. Je le félicite, bravo. J'ai toujours aimé les bons élèves, vous savez. Mais en même temps, il ne croit pas à l'avenir de la nation française. Il croit que la France est finie. Il se prononce pour une nation européenne. Je n'invente rien. Vous lisez le rapport qu'il a produit à l'intention de monsieur Romano Prodi en 2004 sur les perspectives de l'Europe. Vous voyez qu'il propose des listes transnationales aux élections, des agences de presse européennes, bref, il veut des programmes scolaires transnationaux. Il veut créer une nation européenne dont d'ailleurs il ne sait pas très exactement où s'arrêteraient les limites. Et moi je ne pense pas que ce soit une tâche qu'on puisse raisonnablement s'assigner dans une période historique forcément limitée. Car quand on est candidat, c'est pour 5 ans. Donner tous les pouvoirs à monsieur Barroso comme il le propose, ça n'a pas de sens. Et ça ne convaincra pas les Français. Donc j'invite Dominique Strauss-Kahn à trouver rapidement son chemin de Damas. Alors, Dominique Strauss-Kahn, vous le dites, il parle bien l'anglais, l'allemand, etc. Un linguiste a fait une étude sur la manière dont notre président français, Nicolas Sarkozy, parle le français, et il nous a démontré qu'on avait le président qui parlait le plus mal notre langue depuis le général de Gaulle. Est-ce que ça vous gêne, ça vous dérange d'avoir un président qui parle mal le français ? Vous savez, je ne veux pas me concentrer sur le style. Évidemment... Vous aimez bien quand même les mots, la langue, l'écriture. Oui, j'aime parler français. Mais je constate que le président Sarkozy, il dit que... Voilà comment parle le président Sarkozy. Il redouble, par exemple, les sujets. Il oublie les négations. Voilà. Mais c'est un parler populaire qu'il affectionne en souhaitant probablement se rapprocher du peuple. Je pense qu'il y a d'autres manières de se rapprocher du peuple. On peut lui parler français, il ne déteste pas ça, et puis on peut lui parler dans le sens de ses intérêts à long terme, et même à court terme. Ça, il aime bien. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, et il y a un certain nombre de questions plus sérieuses d'actualité et d'actualité internationale en particulier. Il y a eu l'attentat d'Alexandrie contre les Coptes. Vous suivez ces choses-là. Vous avez fait récemment un colloque de Res Publica sur la Méditerranée. Est-ce qu'il faut se résigner à cette dégradation lente mais progressive de la situation des chrétiens d'Orient ? Absolument pas. Je pense que les chrétiens d'Orient sont parmi les plus anciens dans le monde. Il faut se rappeler que la christianisation a commencé par le Proche-Orient, l'Anatolie, ce qu'on appelait à l'époque l'Empire byzantin. Enfin, c'était pas encore l'Empire byzantin, ça l'est devenu 2 siècles plus tard. C'est la Méditerranée orientale qui a été christianisée en premier. Et des parties du monde qu'on ne connaît pas, comme l'Inde, les rivages de l'Inde, ou l'Éthiopie. Ensuite, naturellement, Rome, la Gaule, mais ces chrétiens ont une légitimité historique. Il est tout à fait injuste de les rejeter dans le camp des puissances occidentales. Et je pense qu'il appartient d'abord aux musulmans, aux autorités musulmanes, non seulement au gouvernement, mais aussi aux autorités religieuses, aux instances comme Al-Azhar, par exemple, de prendre la défense des chrétiens. Et je pense qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais c'est aux musulmans qu'il appartient de marquer que l'Égypte est un pays qui est le pays de tous ses citoyens, musulmans comme chrétiens. Alors je crois que le président Moubarak l'a dit avec une certaine force. Il faudrait que ça se traduise aussi dans les actes du gouvernement égyptien. Disons que ce serait la parade la plus efficace
contre ces violences qui ne sont pas le fait de l'islam. Il ne faut pas confondre l'islam avec Al-Qaïda, avec des terroristes. Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que un sondage que vous avez sans doute vu de l'Institut IFOP, dont les résultats ont été publiés dans Le Monde, qui a été fait à la fois en français et en Allemagne, montre que 42% des Français et 40% des Allemands considèrent la présence d'une communauté musulmane dans leur pays comme une menace pour l'identité et de la France et de l'Allemagne. Est-ce que vous faites partie, vous, de ces 42%? Certainement pas. Je considère que, évidemment, il y a à boire à manger chez les musulmans comme chez les chrétiens, ou chez les juifs. Disons que il y a souvent à boire et à manger chez les... L'humanité est diverse. L'humanité est diverse. Mais ce rejet du monde musulman ne me paraît ni juste ni compatible avec nos intérêts véritables. En même temps, c'est une réalité. Nous devons faire de la Méditerranée une mer de dialogue, d'échange, de coexistence, et je pense que la compréhension de ces sociétés, de ces civilisations, de leurs difficultés, parce que naturellement, elles vivent une transition difficile. Nous-mêmes, nous avons connu des périodes révolutionnaires, des périodes sanglantes. Tous les pays connaissent cela. Donc, je crois qu'il faut regarder vers un meilleur avenir. Tout ne sera pas toujours flot de sang, explosion kamikaze. Je pense que les premiers à en souffrir, ce sont les musulmans eux-mêmes. Ce sont les peuples d'outre-Méditerranée. Et par conséquent, ne mélangeons pas l'islam et des comportements fanatiques qui doivent être condamnés par tous, mais à commencer par les autorités musulmanes elles-mêmes. Vous connaissez bien l'Afrique du Nord, vous y allez souvent, les émeutes en Algérie, après les manifestations en Tunisie également, c'est quelque chose qui vous inquiète? Forcément, cela m'inquiète. Et naturellement, ce sont des pays jeunes, ce sont des pays qui ont fait un réel effort d'éducation, où il y a beaucoup de jeunes diplômés qui se retrouvent au chômage, eux-mêmes subissent le contre-coup de la crise. Disons qu'un pays comme l'Algérie a quand même des moyens, des réserves. Je souhaite qu'un vrai dialogue puisse s'engager entre le gouvernement et puis la jeunesse qui aujourd'hui manifeste. Et je souhaite surtout que les islamistes ne puissent pas s'emparer de ces mouvements de contestation qui ont, dans une certaine mesure, des fondements légitimes. Mais je souhaite que M. Belhadj, par exemple, s'adressant à Bab el-Oued, à ces jeunes, ne puisse pas verser de l'huile sur le feu. Donc je souhaite que le dialogue s'engage entre cette jeunesse et le gouvernement algérien. Je suis allé en Algérie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré le président Bouteflika. J'ai fait 2 conférences dont le thème était République, laïcité, religion. Je n'ai pas tenu à Oran et à Alger un discours différent de celui que je peux tenir de ce côté-ci de la Méditerranée. Donc je pense qu'il faut se parler. Justement, Jean-Pierre Chevènement, sur ce thème-là, il y en a une qui marque des points actuellement, visiblement, si on en croit notamment les enquêtes d'opinion, c'est Marine Le Pen, qui a un discours sur la laïcité désormais, et qui a vertement critiqué, vous le savez, les prières des musulmans, notamment dans les rues, dans certains quartiers. Est-ce que vous craignez, vous aussi, que le Front National fasse florès là de cette situation, du sondage qui montre que 40% des Français aujourd'hui trouvent que les musulmans représentent une menace pour l'identité française? Ce sondage est préoccupant, mais s'agissant du FN, c'est pure hypocrisie. Car Madame Le Pen, qui parle d'occupation parce qu'elle voit des musulmans qui font la prière dans la rue, je n'ai encore jamais vu, nulle part, le Front National prendre position pour qu'on permette aux musulmans de construire des lieux de culte décents. Jamais. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait comme maire de Belfort, mais je l'ai fait aussi comme ministre de l'Intérieur. J'ai facilité l'exercice du culte musulman, car j'ai considéré, après Maurice Agulon, que s'il y avait de la place pour 3 religions traditionnelles en France, la catholique, la juive et la protestante, il devait y avoir de la place pour une 4e, qui était, par le nombre des pratiquants, en réalité la 2e, c'est-à-dire la religion musulmane. Et je pense que le Front National surfe sur les peurs, les angoisses, et le vrai danger, c'est qu'un jour, il y ait une alliance entre un FN à la Fini, d'ailleurs FN peut se lire comme Fini, vous connaissez le leader néofasciste italien, et puis qui a fait sa mue quand même, une droite radicalisée.
Il a fait sa mue avec tous les arrière-plans qu'on peut deviner. C'est un homme très habile à coup sûr. Mais ce qui... La droite sarkozienne, vous voulez dire ? Je pense qu'il est parfaitement possible qu'une UMP qui serait défaite aux prochaines élections se tourne vers le FN de Madame Le Pen. Ça, je pense que ça fait partie des hypothèses qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, est-ce que c'est cela que nous voulons favoriser en renforçant une politique qu'il faut au contraire inverser ? Jean-Pierre Chevènement.